RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur 01 TV, vous le savez, en vidéo et puis à la radio sur RMC le dimanche matin pour votre rendez-vous De quoi je me mail. De quoi je me mail que vous pouvez retrouver en audio d'ailleurs dès le vendredi soir sur l'appli RMC et sur les principaux agrégateurs de podcasts. Je suis très heureux de vous retrouver bien sûr avec au menu de ce De quoi je me mail tout à l'heure. Une société française qui est une pépite et qui parfois fait trembler les grands constructeurs de smartphones. Il s'agit de DxO. DxO est basé à quelques kilomètres d'ici et teste en fait des composants de smartphones d'Apple, de Samsung, de Huawei et ils rendent leur verdict. C'est passionnant et tout à l'heure je recevrai le patron de DxO qui nous expliquera ce qu'ils font et comment ils arrivent à faire parfois plier les chines à certains constructeurs de smartphones. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM et puis aussi nous retrouver sur la page Facebook. Bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Et on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Voici le club de la presse Haïti avec cette semaine Nicolas Lelouch qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Nicolas, journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette qui est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel. Bonjour journaliste à l'Express. Et on va maintenant plonger dans l'actu de cette semaine, une actu, vous allez le voir, très diversifiée. Et on commence par Huawei qui se déleste de sa marque Honor. Nico. Et oui, c'est assez triste comme fin pour Honor, comme début, un nouveau renouveau, oui. Très certainement. Mais c'est vrai qu'Honor, c'est la filiale jeune de Huawei qui a été lancée en 2013. Et c'est une marque qui était assez populaire en Europe, en Russie et dans quelques pays justement, avec des très bons smartphones, un meilleur rapport qualité-prix généralement que ceux de Huawei. Et malheureusement, pour Honor, ils sont aussi concernés par le bannissement américain qui concerne Huawei. Donc du coup, plus de service Google depuis maintenant 1 an. Et évidemment, ça impacte les ventes. Et Honor était complètement à l'arrêt. Malheureusement pour eux, il y a un changement de stratégie. Ils sont revendus désormais. Donc, ils sont revendus à des Chinois, d'accord ? Tout à fait. Qui sont donc de nouveaux actionnaires. Et ces nouveaux actionnaires pourront redonner en fait la résurrection à Honor et on pourra, en tout cas, Honor pourra retrouver tous ses services Google en théorie. C'est ça ? En théorie, disons que pour Huawei, il était compliqué de vendre toute son activité smartphone parce que ça aurait été un gros aveu d'échec, par exemple. Et puis Huawei en Chine, par exemple, qui n'a pas besoin de Google, fonctionne bien. Tout à fait. Et on peut imaginer que dans ce deal, ils se séparent en partie d'une partie de leur recherche et développement, justement pour arriver à reconquérir justement le monde occidental. Ce qu'on sait, c'est que cette vente, elle est à peu près de 13 milliards d'euros. Le chiffre exact n'a pas été communiqué par Huawei. C'est un consortium d'entreprises chinoises et du gouvernement local de Shenzhen qui rachète Honor. Donc c'est assez particulier, mais ça reste bien chinois. Et tous les employés de Honor partent justement dans ce nouveau consortium, ce qui signifie que toute la chaîne R&D, la production, les employés en Europe, dans le monde entier, vont désormais travailler pour ce nouveau groupe et ce nouveau Honor. Et donc, on peut imaginer que dans un futur très proche, on ait de nouveau des smartphones Honor avec des services Google et avec tout ce qui manque à Huawei. Voilà, et ça va être intéressant de voir comment ces nouveaux actionnaires imaginent le nouveau Honor. Hein. Est-ce que la stratégie va changer C'est une très bonne question. Est-ce que ça sera la même chose ? Est-ce que c'est nouveau ? En tout cas, Huawei dit qu'ils vendent Honor pour assurer sa survie. Donc, ça dit un petit peu l'état dans lequel se trouve l'entreprise en ce moment. Emmanuel, c'est vrai que Huawei n'avait pas le choix là. Hein. Non, ils n'avaient pas le choix parce qu'effectivement aujourd'hui, quand on regarde les ventes de terminaux, c'est autour de 150 millions d'unités par an pour Huawei et il y a 25 à 30% de ces terminaux-là qui sont des terminaux Honor. Donc ça représente quand même un volume assez important. Il faut voir qu'aujourd'hui, sans Honor, Huawei va devenir probablement 4e mondial. Fabricant mondial, donc derrière Samsung, derrière Apple, derrière Xiaomi, je sais pas comment, j'ai toujours du mal à... Enfin voilà, numéro 4 Alors mondial. Nico, qui est notre spécialiste, va te dire comment il faut le prononcer. Xiaomi. Mais c'est toujours un peu complexe. T'imagines un chat et tu rajoutes Omi derrière. C'est ça, en vrai, c'est plus simple. T'es sûr, tu vas pas te tromper. Donc effectivement, et là où il y a au moins 2 questions effectivement dont a parlé Nicolas qui sont aujourd'hui encore en suspens. La première, c'est de savoir est-ce que Honor va pouvoir faire du haut de gamme, monter en gamme, aller concurrencer Huawei, puisque maintenant ils sont plus dans le giron. Donc pourquoi pas avoir des Honor plus haut de gamme, et puis se diversifier aussi sur des appareils autour, des périphériques autour du smartphone. Donc ça, c'est la première question stratégique. Puis la seconde qui fait un peu poser des risques sur Honor, c'est que ce qu'a eu Huawei, c'est-à-dire de ne plus pouvoir utiliser Android, etc., a priori, Honor aujourd'hui n'est pas concerné par ces restrictions américaines, mais la nouvelle administration Biden pourrait élargir
à Honor. Donc, c'est Ça pour pourrait ça être un qu'aussi- coup d'épée dans l'eau, finalement. Exactement. C'est pour ça qu'il y a quand même une incertitude sur son avenir, même en dehors de chez Huawei, sachant qu'en plus, effectivement, si le deal est de 13 milliards, ça vaut peut-être pas 13 milliards en plus. Donc, c'est un risque très important pour ceux qui ont aujourd'hui acquéri cette société. Donc, il y a plus de 30 sociétés proches du gouvernement qui font partie du deal. Est-ce que Huawei peut garder en sous-main l'œil sur Honor, finalement? A priori, non, parce que l'administration américaine elle va être vigilante à ça. Encore une fois, on est dans une période totalement d'incertitude avec le changement Oui, bien sûr. d'administration. Donc, on va voir C'est un si changement Biden... qui prend plus de temps que prévu, Exactement. Et puis, visiblement. est-ce que Biden va s'aligner sur la politique de Trump ou pas? C'est ça. En matière de lutte contre la Chine, il y a de fortes chances qu'il s'aligne. Hein. Donc, on va voir. Oui, parce qu'en dans plus, les mois Trump qui a fait le viennent. sale boulot, donc là, il suffit de continuer. tout ça, tout simplement. On verra bien. On enchaîne avec un autre constructeur chinois qui, lui, se porte un peu mieux, on va dire, puisqu'il n'est pas sous le joug en fait, des interdictions américaines. Il s'agit d'Oppo. Oppo qui a présenté cette semaine quelques innovations, dont une qui est assez bluffante. Complètement, c'est vrai que c'était la grosse surprise. Déjà, le contexte de cet événement, c'est ce que Oppo appelle l'Inno Day, donc le jour de l'innovation. C'est une fois par an à Shenzhen, en Chine. Et c'est lors de cet événement que généralement Oppo présente des choses qui ne vont pas sortir dans l'année, mais plutôt sur 2 ou 3 ans. C'est vraiment histoire de montrer où elle se dirige. Et là, ils nous ont annoncé quelque chose d'impressionnant. C'est un téléphone à écran déroulant, déroulable, enroulant, comme vous voulez. Il y a plusieurs manières de prononcer ça. Mais l'idée... Vous prenez ce que vous voulez. Disons en fait. que le plus simple est d'imaginer l'écran de projection d'un vidéoprojecteur. Vous savez, il est accroché au plafond et vous tirez dessus pour le faire descendre. En fait. On le déroule. Et c'est exactement la même chose avec ce smartphone qui, lorsqu'il est en position normale, fait 6,7 pouces. Donc c'est l'équivalent d'un très grand téléphone, un grand Samsung, un grand téléphone par exemple. L'iPhone 12 Pro, je crois, exactement. fait ça. Mais il peut s'étirer sur la largeur pour devenir une petite tablette de 7,4 pouces et donc ainsi adopter un format similaire à ce qu'on a avec le Galaxy Fold de Samsung par exemple. Et ce qui est fort là-dedans, c'est que c'est pas l'utilisateur qui tire sur les deux côtés comme si c'était du papier par exemple, mais il y a un moteur à l'intérieur du téléphone qui fait que l'écran s'étend tout seul. Donc la démonstration, elle est folle. Quand on voit la vidéo de présentation, on se dit oui, c'est juste un montage, ils en sont certainement loin. Oui. Mais il se trouve que la presse chinoise qui était sur place, elle a publié des vidéos et le produit, il existe. Parce qu'il y a deux types de vidéos. Il y a celle qu'on voit là, qui est la vidéo publicitaire, et puis il y a des vraies vidéos de démo. Évidemment. On voit, c'est un gars qui tient le téléphone et on a exactement le même effet. C'est ça. Et cette année, il n'y avait malheureusement pas de presse internationale à l'événement pour cause de pandémie, on s'en doute bien. D'ailleurs, assez amusant, là-bas, la conférence est sans masque. À Shenzhen, ils ont complètement éliminé le virus. Tu y étais toi d'ailleurs l'année dernière? L'année dernière, j'y étais, mais cette année, c'était réservé du coup à la Chine. Mais c'est vrai que ce produit est vraiment incroyable. Il vient concurrencer les smartphones pliants. Il montre une autre vision justement de ces téléphones qui peuvent changer de format. Selon moi, malheureusement, ça va pas sortir. J'y crois très peu, en tout cas à l'horizon de 1 ou 2 ans. Technologiquement, pour toi, c'est pas prêt ce type de choses? C'est certainement prêt à très petite échelle, mais pouvoir en produire des millions et surtout le faire à un prix raisonnable, je pense que c'est un rêve et que ça me prendra 2-3 ans avant d'arriver à faire ça dans le grand public. En revanche, je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que avoir un petit téléphone qui n'est pas beaucoup plus épais, parce que visiblement il n'a pas l'air d'être beaucoup plus épais, qui se déplie finalement pour avoir une taille d'écran confortable et qui se déplie mais qui se déroule et qui se réenroule en quelque sorte. Bien sûr, l'écran pivote derrière, à l'arrière. C'est vraiment séduisant. C'est complètement séduisant. On n'a pas de prix, on n'a pas de date, donc oui. Évidemment, mais le format est bon. Pour moi, il a un avantage sur les formats pliants, c'est qu'il n'a pas de pli. Donc ça, c'est bien. L'écran, il est toujours lisse. Mais il a un désavantage, c'est que l'écran est toujours visible en extérieur. Et cette techno-là, c'est pas du verre, c'est du plastique. Donc du coup, ça se raye, alors qu'un fold ou un flip, quand il est fermé, il est protégé. Donc il y a évidemment plein de compromis à faire. Est-ce que ça sera aussi fin le jour où ça sortira vraiment? Est-ce qu'ils auront réussi à mettre un matériau plus résistant? On verra. Je pense qu'on aura le temps d'en parler et qu'entre-temps, on aura pas mal de téléphones à plier et déplier. Avec une technologie OLED, bien sûr. Il n'y a que les écrans OLED qui peuvent permettre ça. Tout à fait. Emmanuel, Oppo, qui essaie de sortir en fait de ce flux, de cette jungle en fait des constructeurs de smartphones qui finalement innovent assez peu. Là, il y a une vraie innovation un peu waouh, quoi. Oui, effectivement. Alors après, on sait que, Nicolas l'a même écrit, mais que d'autres constructeurs comme TCL préparent aussi des choses. Donc on s'attend effectivement à des nouveaux form factors en fait de téléphones avec des technologies enroulables, déroulables, effectivement comme vous le souhaitez. C'est compliqué encore de choisir un mot. Exactement. Et comme le dit aussi Nicolas, c'est que pour l'instant c'est un marché niche. Il faut savoir que même en 2023, on estime qu'il se vendra moins de 3%
de ce type de terminaux. 100 millions à horizon 2025, donc quand il s'en écoule plus d'1,5 milliard chaque année, c'est quasiment rien. Il y a encore quand même pas mal de problèmes. Déjà des prix qui sont assez élevés, donc c'est pas forcément abordable. Et puis on regarde celui aujourd'hui qui domine le marché, en l'occurrence Samsung, il en est déjà à sa 3e itération de téléphone pliable, dépliable, enfin voilà, et avec plein de soucis techniques qu'on a pu voir apparaître. Donc sur Oppo, est-ce que par exemple à un moment donné le moteur va pas commencer à riper à force d'ouvrir et de fermer le téléphone? Il va y avoir pas mal de questions sur lesquelles il va falloir avoir des réponses, parce que c'est vrai qu'à l'usage, ces téléphones-là en première main sont intéressants. Mais quand on commence à les utiliser de manière constante, comme on le fait sur un téléphone, le déplier, le replier, le déplier, le replier, souvent il y a des problèmes mécaniques, techniques qu'on voit surgir assez vite. Et avec des téléphones qui coûtent aussi cher, on n'a pas vraiment envie de les remplacer au bout de 18 mois ou 2 ans. Ouais, là, on voit, enfin, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit une vraie démo de ce téléphone, et c'est hallucinant. C'est impressionnant. C'est hallucinant, c'est incroyable. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont à la radio. Venez sur 01 TV et regardez la vidéo. C'est vraiment impressionnant. Alors, le téléphone, c'est bien. La 5G, c'est pas mal non plus. Et ça y est, elle arrive, la 5G. Bon, alors, elle arrive pas partout. Chez pas tout le monde, mais on commence en tout cas, et c'est un grand jour aujourd'hui pour l'opérateur SFR qui en fait inaugure, qui est le premier en fait à proposer une offre 5G commerciale. Alors c'est juste dans une ville, et encore pas dans toute la ville. Mais ils ont choisi la plus belle des villes, ils ont choisi Nice. J'en étais sûr. Ils ont choisi Nice, tu me tends une perche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est Nice qui est la première ville 5G. Tu serais pas niçois par hasard. Peut-être, c'est une possibilité. Mais ils ont choisi Nice, du coup, qui est la première ville 5G de France. Ce que revendique SFR, c'est assez impressionnant d'ailleurs, je trouve, je pense que tu es d'accord avec moi, ils disent qu'il y a 50% de la population qui est couverte dès aujourd'hui. Ça me paraît fou, parce qu'il n'y a pas énormément d'antennes déployées actuellement, et on sait que la portée des antennes 5G n'est pas toujours extrêmement efficace. Donc c'est qu'il y en a quand même quelques-unes, quoi. Ouais. En tout cas, oui, tout ça sera à vérifier. Il faut voir si c'est réellement 50% et si c'est pas uniquement concentré sur le centre-ville. Donc du coup, évidemment, ça triche un petit peu. Tout ça, ça sera à vérifier. Et donc, SFR se met en premier sur la 5G. Il double tout le monde, parce qu'on s'attendait à voir Orange en milieu de semaine, mais en fait c'était une erreur de communication d'Orange qui avait donné une mauvaise date, mais c'était pas prévu à cette date. Bouygues Telecom qui a annoncé le 1er décembre. Donc SFR dévoile du jour au lendemain, la 5G arrive à Nice avec nous, et donc du coup ils deviennent le premier opérateur en France à lancer la 5G. Voilà, et rappelons que SFR et RMC 01 TV ont le même actionnaire, il s'agit d'Altis. Emmanuel, donc, SFR qui tire le premier sur la 5G. Après, c'est un coup de com', hein, bien évidemment. Oui, évidemment. Ça fait toujours plaisir de doubler les autres, et notamment Orange. Voilà, exactement, l'opérateur historique, parce que ça reste quand même l'opérateur historique. Effectivement, comme le dit Nicolas, on s'attendait à ce qu'Orange soit les premiers. Et là, c'est pas le cas. Le secret était bien gardé. Hein. Plutôt bien. Joué, oui. C'était la surprise en découvrant ça. Et puis après, il y a les forfaits, pour le coup. Et là, les forfaits SFR sont totalement alignés pour le coup avec les forfaits Orange, avec des prix qui sont quand même assez élevés. C'est hors promotion au bout d'un an. On passe tout de suite à 40 €, enfin 39,99 €, 40 €. Et puis, ça peut monter jusqu'à 95 € pour l'illimité. Donc on voit que pour l'instant, les opérateurs, ils ont certes payé 2,7 milliards d'euros pour avoir les fréquences, mais ils comptent bien essayer de rehausser les prix sur les forfaits. Alors, à ça, une dernière interrogation, c'est Free, parce que eux, on ne connaît pas la date de lancement et on ne connaît pas du tout leur grille tarifaire. Est-ce qu'ils vont casser les pattes, entre guillemets, aux concurrents en offrant la 5G au même prix que la 4G? Ce qui est fort probable. Et du coup, il pourrait y avoir des révisions assez vite des forfaits de SFR, d'Orange et de Bouygues Telecom. Oui, c'est ça. Et puis, on en a déjà parlé, évidemment, dans cette émission. On peut imaginer que Free est en train de construire son réseau 5G sur des bandes de fréquences qui ne seraient pas celles de 3 giga 5, qui seraient sur des fréquences utilisées par la 4G et qui permettraient d'avoir une couverture beaucoup plus importante très vite. Exactement. Et ça serait un coup de com'. Ce serait un coup de com' parce que du coup, ils n'annonceraient pas une ville, en l'occurrence Nice, là, mais plusieurs, avec des couvertures très très bonnes. Alors SFR a annoncé d'autres villes qui vont ouvrir assez vite. Oui, il cite Montpellier, Bordeaux, Marseille, Nantes et toute la région Île-de-France, avec une promesse encore une fois assez folle de couvrir très rapidement 90% de la population parisienne.
On se demande encore une fois comment, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'antennes. Mais je pense qu'en installées. fait, ils se servent des sites 4G qui c'est ce sont qui est fait. quand même assez généreux dans ces villes-là. Et je pense que ça doit être des mises à jour en fait, de matériel qui Sans permettent doute. très vite d'avoir une couverture. Disons que la assez vraie correcte. 5G, qui est la 5G millimétrique surpuissante, ça ne sera pas de Non. suite. Et pour l'instant, ça sera surtout le but de désengorger les réseaux 4G avec justement, il y aura écrit 5G en haut de votre téléphone, ça ira peut-être un petit peu plus vite, mais ça ne sera pas une révolution. Bon, Nicolas va descendre plus vite que prévu à Nice. Et non Juste pas après pour le l'émission, soleil, enfin. simplement pour Les deux, l'investigation journalistique et Exactement. tester le réseau 5G. Bah, il faut enquêter, c'est très important dans le journalisme. Enfoiré. Allez, on enchaîne avec un test très attendu, celui du Mac M1. Vous savez que la semaine dernière, Apple a fait une nouvelle conférence, une nouvelle keynote où ils ont annoncé donc ces nouveaux Mac avec une nouvelle infrastructure à l'intérieur de chipset qui s'appelle M1 et ZeroNet a testé ce Mac. On l'a testé, beaucoup de médias dans le monde entier l'ont testé. C'était mardi en fait que les premières unités de MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini avec un processeur M1 ont été livrées. Et ce qui est surprenant, c'est que généralement, quand il y a un changement aussi majeur de technologie, en l'occurrence un changement d'architecture, on passe d'Intel à ARM avec des processeurs maison développés par Apple. La première génération, elle est moyenne, la deuxième, elle est mieux, et la troisième, elle commence enfin à être bonne. Donc là, on s'attendait à attention, n'y allez pas trop vite, il y aura très certainement des problèmes d'optimisation, tout ne sera pas parfait. Et à la surprise générale, c'est que cette première génération, elle est quasi parfaite et que la presse du monde entier est d'accord pour dire qu'ils n'ont jamais vu un produit qui met autant tout le monde d'accord. Et il faut reconnaître, nous, c'est ce qu'on a remarqué, quand vous avez une application nativement adaptée au Mac, elle bat des records de performance. Le Mac à 1000 €, bat des Mac à 4000 €. Et quand vous avez sous infrastructure Intel. Là, je parle d'une infrastructure, oui, un Mac à 1000 € sous une infrastructure Intel, c'est ça. Qui est donc, on va dire, le très haut de gamme. Qui est le très haut de gamme chez Apple, parce qu'il faut rappeler que cette puce M1, c'est l'entrée de gamme d'Apple, c'est les Macs les moins chers. Et lorsqu'on émule une application Intel sur une architecture Apple Silicon, donc en l'occurrence, c'est un petit peu latrice, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui traduit le code à la volée. Ça s'appelle Rosetta. Rosetta 2, c'est ça, pour adapter justement l'application. On pouvait s'attendre à des performances en baisse ou à des ralentissements. Et pas du tout. Le Mac, il est aussi plus puissant que son équivalent sous Intel. Même sous émulation. Même sous émulation. Vous ajoutez à ça la possibilité de faire tourner des applications iPhone et iPad. Le fait d'avoir une batterie quasiment doublée, c'est-à-dire que on s'est amusé à comparer avec mon collègue Pierre Fontaine qui lui a un Mac M1 et moi j'ai encore un Mac Intel, mais c'est à peu près les mêmes en ce moment. Mais quel loser, Nico. Ouais, moi je me sens un petit peu à l'ancienne, mais franchement. Mais du coup, tu as reçu ta PlayStation 5. Heureusement que j'ai la PS5. On en parlera après. Mais du coup, moi, sur ma première heure de travail ce matin sur mon Mac Intel, j'ai perdu 25% de batterie et Pierre, il en a perdu 2. Waouh. Et c'est ça qui est colossal parce qu'on fait les mêmes choses en fait. Et ces Mac M1 sont peut-être en train de révolutionner l'industrie de l'ordinateur portable. Et sur le MacBook Air, il n'y a même pas de ventilateur. Il n'y a même pas de ventilateur. Apple dit on n'en a pas besoin et ils ont raison parce que le MacBook Air est plus puissant que des Mac avec ventilateur à 4000 €. Il chauffe quasiment pas. Donc c'est assez ça qui est fou. Et autre chose, c'est pas Apple n'invente pas, c'est pas les premiers à faire des ordinateurs ARM. Windows, Microsoft a essayé notamment avec la Surface, mais il y a très peu de logiciels compatibles et surtout ça bug énormément chez Windows. Et ce qui est amusant, c'est que le nombre de logiciels compatibles avec les Mac M1 est déjà plus grand que celui des logiciels compatibles avec Windows ARM. En l'occurrence, on a Photoshop et Microsoft Office en bêta, Google Chrome qui est dispo en version finale, Pixelmator, il y a plein de développeurs qui s'y mettent et même Microsoft qui n'a pas adapté toutes ses applications en ARM le fait sur Mac. Donc c'est vraiment la preuve que Apple est en train de faire quelque chose de très intéressant. Ouais, et Microsoft est obligé de suivre. Il faut qu'il soit absolument présent. Ça va très certainement lancer le marché. Maintenant, quand on voit l'avance qu'a Apple au niveau des puces, ces puces-là gravées en 5 nanomètres surpuissantes, ça va être compliqué dans les 2-3 premières années pour les PC de rivaliser. C'est ça qui est dingue, Emmanuel, c'est que en fait, c'est la puce qu'il y a dans l'iPhone. Alors, elle est un petit peu modifiée, mais pas beaucoup. C'est la même infrastructure et on arrive aujourd'hui à avoir une puissance de calcul là-dedans qui, voilà. Oui, effectivement. Ouais, met à plat les processeurs Intel, c'est dingue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un petit coup de pied de l'âne, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais de la part d'IBM. Donc, il y a un chercheur d'IBM qui a noté que ce processeur M1 coûtait à Apple entre 40 et 50 $ pièce. Alors que Intel, on était à 200 $. C'est dingue. Venant d'IBM, ça veut dire qu'ils ont fait leur calcul. C'est-à-dire qu'en année 1, Apple va économiser 2,5 milliards de dollars en passant sous une architecture ARM avec simplement 3 modèles aujourd'hui qui sont équipés d'ARM. Donc, si ça se généralise à la totalité, vous imaginez les économies d'Apple qui vont être monstrueuses. Et alors, ça veut dire que les marges seront beaucoup plus importantes sur les Mac. Sur les Mac. Et alors, pourquoi le coup de pied de l'âne ? Pour les plus anciens d'entre nous, donc je ne parle pas à Nicolas, désolé. Souvenez-vous, en 2005, qu'est-ce qui s'était passé ? Steve Jobs annonce on abandonne IBM et le PowerPC
pour passer sous l'architecture Intel. On se souvient de cette keynote où le patron d'Intel de l'époque était rentré en habit de cosmonaute. Déguisé en fondeur. Et 15 ans plus tard, Apple refait le coup. Ils enlèvent Intel pour mettre leur propre architecture basée sur de l'ARM, donc effectivement. Et derrière, IBM dit, regardez, ils vont faire énormément d'économies et ça va leur retomber dans les poches. Donc c'était le petit coup de pied de l'âne d'IBM en disant que c'est pas simplement de la technologie, c'est aussi beaucoup d'économies pour Apple. Évidemment. Ouais, mais c'est une économie intelligente qui bénéficie en fait aux consommateurs. C'est ça qui est formidable. Voilà, il n'y a pas de concession finalement. Ouais. C'est bien joué. On reste du côté d'Apple. Alors il y a l'Apple qui réussit avec le M1 et les iPhones, etc. Et puis, il y a l'Apple aussi qui parfois se prend les pieds dans le tapis, Nicolas, avec notamment ce constat. Apple est obligé de baisser sa commission sur l'Apple Store, en tout cas dans certaines conditions. Ouais, ils ont mis du temps à le faire. Rappelons un petit peu ce qui se passe autour de l'App Store depuis quelques années. Déjà, depuis le début de l'App Store en 2008, Apple prélève 30% de commission sur toutes les ventes qui sont effectuées sur le magasin. Au début, ça ne gênait pas, dans le sens où Apple permettait à beaucoup d'applications de vivre. Voilà. Mais après, parce qu'on s'est rendu compte quand même que cette commission, elle était immense et un peu injustifiée. Surtout que sur les iPhones et iPad, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas télécharger une application ailleurs. Donc en gros, si vous voulez être présent, vous payez. Ça faisait un peu raquette. Donc il y a eu énormément de grosses entreprises qui se sont rebellées contre Apple. Les deux meneurs, c'est Epic Games, Fortnite et Spotify. Qui du coup ont retiré leur application. Enfin, Fortnite a fait du forcing en essayant de créer un moyen alternatif, donc s'est fait virer par Apple. Et Spotify a retiré la possibilité de payer et d'autres développeurs les ont suivis. Il y a eu beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux, de développeurs qui disent que c'est intolérable, qui perdent beaucoup d'argent. Et Apple est un petit peu sous le feu des critiques. Oui. Il y a des enquêtes contre lui, des enquêtes aux États-Unis, des enquêtes en Europe. Surtout qu'Apple gagne énormément d'argent. C'est une boîte qui en fait pourrait très bien se passer de ce pourcentage-là. C'est ça. C'est que là, en l'occurrence, c'est vraiment entretenir leur propre réseau, mais ils pourraient s'en passer. Il y a une enquête en ce moment en Europe, aux États-Unis, sur abus de position dominante, pour abus de position dominante sur Apple, en disant justement qu'ils abusent avec les conditions de l'App Store. Apple évidemment craint que des sanctions soient très importantes et puisse par exemple le contraindre à ouvrir à des alternatives à l'App Store, ce qu'il veut absolument éviter. Donc du coup, après avoir longtemps dit que non, les règles de l'App Store étaient les meilleures, ils ont enfin décidé de faire un petit peu de changement. En l'occurrence, ça s'appelle App Store Small Business Program. J'espère que vous avez apprécié mon anglais. Et l'idée étant de dire que les entreprises... En anglais niçois. En anglais niçois. Les entreprises qui ont un chiffre d'affaires sur l'App Store inférieur à $1 million par an ne seront plus taxées qu'à 15% au lieu des 30%. C'est pas automatique, c'est-à-dire que l'entreprise doit forcément postuler et elle est taxée sur ses revenus de l'année d'avant. Donc si elle a gagné 1 million et 10 000 $, en 2020, en 2021, elle ne sera pas éligible. Alors que si elle fait un petit peu moins en 2020, elle le sera en 2021. Donc du coup, on se demande comment les développeurs vont faire pour ceux qui sont pile à la limite. Est-ce qu'ils vont arrêter les ventes avant la fin de l'année pour préserver les 15%? Parce que 15%, ça fait beaucoup quand même. Ça fait une belle ristourne. Sur $1 million, ça fait 150 000 $. Et rappelons que la majorité des développeurs de l'App Store, vu le nombre d'applications présentes sur la plateforme, gagnent moins d'1 million. Donc ce qui est marrant dans cette solution, c'est que d'un côté, ça va réjouir de nombreux développeurs, et de l'autre, ça fait quand même un beau pied de nez aux gros développeurs. Voilà, ça ne réglera pas le problème Epic. Non, et encore moins celui de Spotify. Oui, Spotify dit qu'Apple a une politique arbitraire et capricieuse et n'est pas du tout content de cette décision parce que du coup, les développeurs sont maintenant du côté d'Apple. Emmanuel, c'est un premier recul de la part d'Apple. Est-ce qu'il pourrait reculer encore finalement? Alors, visiblement, c'est pas du tout un recul. C'est-à-dire qu'une étude de Sensor Tower dit qu'aujourd'hui, les éditeurs qui font plus d'$1 million sur la plateforme donc Apple, ça représente 0,2%. Donc quasiment personne en fait. Mais ces 0,2% généreraient 92% du chiffre d'affaires de l'App Store. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Apple vient de faire une fleur à 8% des développeurs. Enfin, pas des développeurs, mais 8% des applications les plus... Voilà. Et 92% d'entre elles, celles qui lui rapportent le plus d'argent, en fait, ne sont pas concernées par cette mesure. Ce qui veut dire qu'en fait, Apple a fait un effort qui lui coûte pas grand-chose, voire quasiment rien. Donc effectivement, c'est du lobby pour montrer à l'Europe, et parce qu'il y a aussi une procédure en Europe et une procédure aux États-Unis. Ça prouve qu'ils font un effort. Voilà, ils montrent que... Mais bon... Mais un effort qui leur coûte rien. Oui. Mais c'est un effort qui peut être considéré comme presque de l'insolence, finalement. Ça peut être vu comme ça peut être vu comme au moins ils font un pas dans la bonne direction. Je pense que c'est pas anodin que ça arrive là, puisque les enquêtes sont en cours. Bien sûr. Et que, en fait, on voit que les avocats ont dû passer par là en leur disant écoutez les gars, il faut que vous vous calmez parce qu'autrement ça va vous coûter cher. Il faut vous calmer, mais en même temps que ça vous coûte pas trop cher. Ouais, on va trouver un juste milieu. Et on va voir ce qui se passe. Exactement. La PlayStation 5, Nicolas, tu l'as reçue. Oui.
Ah, voilà, très bien. je l'ai vu sur Instagram, hein, tu avais l'air très très heureux. Ah, j'étais content, donc, bien sûr. Bah, y a pas... Les nouvelles consoles, c'est quasiment tous les 6-7 ans. C'est ça. Tu l'as reçu en temps et en heure. Ouais, avec Voilà. une précommande Avec une effectuée en précommande, septembre, voilà. précisons-le, parce Exactement. que malheureusement, tout le monde n'a pas eu de précommande. Un lancement de la PlayStation 5 qui a été chaotique, à la fois pour Sony et puis aussi par tous les distributeurs qui se sont retrouvés sur le carreau. Hein. C'est ça, C'est incroyable. C'est un peu compliqué pour Sony. Déjà, rappelons qu'en septembre, il y a eu une ouverture d'une première phase de précommande qui était très désorganisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'horaire communiqué par Sony, c'est chaque commerçant faisait ce qu'il voulait et les stocks s'écoulaient en 5 minutes. Donc du coup, la frustration des joueurs, vous vous en doutez, elle était assez immense. Il fallait vraiment surveiller les réseaux sociaux et être au taquet pour réussir à tomber sur une PS5. C'est un peu la chasse au trésor, quoi. C'était exactement ça. À la suite de ça, on avait eu des excuses de Sony, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission, où ils avaient dit que voilà, ça avait été mal géré et qu'ils promettent qu'il y aura du stock au lancement sur ces sites-là pour justement ceux qui n'ont pas eu de console. On est en plein confinement, les magasins sont fermés, donc du coup tout se passe sur Internet. Donc évidemment ça complexifie tout encore plus. Donc hier, sortie de la PS5, ouverture justement des commandes sur la Fnac, sur Amazon, sur Darty, sur Cdiscount, sur tous les sites, sur Micromania, sur tous les sites d'e-commerce, pour ceux justement qui voulaient commander sur un tout petit stock et les récupérer du coup dans les tout prochains jours. Oui, parce qu'en fait chaque enseigne, comme tu disais, avait un tout petit stock en fait. C'est ça, chaque enseigne avait un tout petit... Par exemple, dans le cas de Micromania, je crois qu'il n'y avait même pas de stock, hein, c'est-à-dire qu'ils annoncent des dates hyper lointaines en 2021 et les autres c'était vraiment très limité. Ce qui s'est passé du coup, on s'en doute, c'est que tous ces sites ont été pris d'assaut, il y avait des files d'attente, je savais pas qu'il y avait un système de files d'attente sur le site de la Fnac par exemple, mais maintenant on le découvre. Il y a des gens qui ont été bloqués aussi, leur adresse IP ont été bloquées parce qu'ils rafraîchissaient trop la page, on le voit à l'image, je trouve ça assez amusant de se faire bloquer du site de la Fnac. En l'occurrence Fnac, Boulanger, Auchan, Leclerc, tous, le site était KO, même si vous vouliez faire vos courses sur le site de Leclerc, vous pouvez pas faire vos courses, il y avait plus, tout était bloqué. Tout ça, ça prouve que la PS5 c'est plutôt un gros succès pour l'instant. Ça frustre encore plus les joueurs, c'est un lancement un peu compliqué pour Sony. Mais d'un autre côté, ça veut dire que ça marche bien. Et puis ça leur fait de la pub. Exactement, oui. C'est compliqué d'avoir des nouvelles Xbox aussi. Les Xbox Series, c'est très compliqué. On en parle moins, mais aujourd'hui, avoir une console next-gen pour Noël, ça va être compliqué. Il faut s'accrocher. Emmanuel, toi, tu n'as pas réussi à en avoir une. Donc, on lance un appel vibrant à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez une PlayStation 5 de trop, voilà, vous pouvez en faire don à Emmanuel Paquette ici présent. Non, ça lui fera plaisir. Tu l'achèteras ? J'achèterai, évidemment. Non, mais justement, j'ai essayé de l'acheter, mais par d'autres moyens. C'est toi qui as fait tomber le site de la Fnac alors. Il a été bloqué. Et du coup, j'ai regardé sur tous les sites d'enchères, eBay, etc. Alors là, vous trouvez des prix, mais alors là, pour le coup. J'en ai vu une à 2800 € hier. Voilà, exactement. J'ai trouvé le même prix aussi. Donc effectivement, il y a un marché secondaire qui est en train de se développer en raison de la pénurie de PlayStation. Xbox, j'ai moins regardé, mais je pense que c'est pareil. Et les prix sont en train de flamber. Et je pense que Sony a une forme de responsabilité par rapport à ça, parce qu'ils pourraient aussi contrôler ce genre de choses. Et on voit qu'il y a des gens qui se font du beurre un peu sur cette pénurie. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est un lancement très chaotique. Eh bien voilà, écoutez, si vous avez eu votre PlayStation 5, peut-être êtes-vous en train de nous écouter en jouant, j'espère que tout se passe bien. On sait ce que va faire Nicolas Lelouch ce week-end, voilà. Le poser une semaine de congé. Je crois que ça va être un délicieux confinement pour Nico. C'est sûr que c'est pas mal. Merci à tous les deux, merci Nicolas Lelouch, journaliste à 0net.com et Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle dans un instant, et on découvrira une boîte que tu dois connaître, c'est DxO. Qui teste les modules photo de tous les smartphones, et les constructeurs attendent les résultats de DxO parce que c'est un petit peu eux qui donnent le là en matière de test. On recevra le patron de DxO parce que DxO est une boîte française qui est basée dans la région parisienne. A tout de suite pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.